Sous les vents glacés de l'Antarctique, il existe un silence que même le temps semble craindre. Les cartes officielles le décrivent d'aller comme un désert de glace, immobile, immuable. Mais derrière cet horizon blanc se cache une ombre plus ancienne que l'humanité. Des roches enfouies témoignent d'arbres disparus, de mers tièdes, de créatures que nous ne connaissons pas encore. Les satellites effleurent ses contours, mais ne pénètrent jamais son cœur. C'est un continent qui semble veiller sur des secrets que nous n'avons pas encore le droit de comprendre. Et si sous la glace reposait l'histoire véritable de notre planète, celle que nous avons oubliée ou que l'on nous a fait oublier, sous les cieux pâles du pôle sud, la lumière ne tombe pas vraiment. Elle s'étale, diffuse, comme si l'air lui-même hésitait à laisser passer le jour. Ici, les contours sont flous. Les ombres n'ont pas de bord. Les repères disparaissent, avalés par l'uniformité de la glace. Ce que l'œil croit voir n'est jamais certain. Une ligne à l'horizon peut être une montagne lointaine, ou un mirage figé dans l'air glacé. L'Antarctique n'est pas un paysage, c'est un état du monde. Ce voile blanc n'est pas seulement une couche de neige et de glace, c'est une frontière physique et mentale. Une surface qui sépare deux réalités, celle que nous croyons connaître et celle qui attend intacte en dessous. La glace est ancienne. Par endroits, elle dépasse 4 km d'épaisseur. Chaque strate, chaque cristal est une archive. Comme les pages d'un livre fermé depuis des millions d'années, elle garde prisonniers des vents fossiles, des traces chimiques, des poussières venues de continents lointains. Chaque bulle d'air emprisonnée dans cette matière translucide est un fragment d'atmosphère d'un autre âge. La science moderne a su en extraire des récits. Variations climatiques, cycles de glace et de fonte, mais ce ne sont que des fragments du texte complet. Il est troublant de penser que ce qui repose dessous a été effacé de notre mémoire collective. Les continents changent lentement, mais la glace agit comme un couvercle parfait. En d'autres lieux, l'érosion, le vent, l'eau révèlent les strates passées. Ici, rien ne bouge, ou si peu, et tout reste caché. L'Antarctique ne montre que ce qu'il veut bien laisser voir. Des glaciers immenses se détachant dans l'océan, des étendues sans fin où les tempêtes de neige effacent toute trace en quelques minutes. Pourtant, il y a eu un avant. Bien avant que ce voile ne se dépose, le continent était vert. Des fougères géantes, des forêts de conifères et de gingos couvraient sans endroit ces terres. Des rivières serpentaient entre des collines et des animaux dont nous n'avons trouvé que de rares fossiles y vivaient. Cette image est difficile à concilier avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Un monde d'eau figée où la vie semble s'être retirée à l'exception de quelques créatures marines et oiseaux migrateurs. Pour le comprendre, il faut se souvenir que l'Antarctique n'a pas toujours été isolé. Jadis, il faisait partie d'un supercontinent, Gondwana, relié à l'Amérique du Sud, à l'Afrique, à l'Inde, à l'Australie. Les mouvements lents mais implacables des plaques tectoniques l'ont séparé, l'ont entraîné vers le sud, jusqu'à l'enfer glacé où il se trouve aujourd'hui. Mais ce voyage a laissé des traces en eau sous la glace. Roches anciennes, couches sédimentaires, fossiles. Et peut-être autre chose. La surface elle-même, si blanche et immobile qu'elle paraisse, n'est pas exempte de secrets. Les images satellites montrent parfois des lignes droites, des motifs géométriques qui ne devraient pas exister dans un environnement naturel. Les explications officielles parlent de fissures, d'ombres, d'illusions optiques. Mais les anomalies reviennent, sont capturées sous différents angles, à différents moments. Certaines se trouvent dans des zones où les expéditions civiles ne sont pas autorisées, protégées par des accords internationaux qui limitent l'accès au cœur du continent. Il y a aussi ce silence, pas celui de l'absence de son, car le vent crie, la glace craque et la neige fouette, mais un silence plus profond, celui qui émane des lieux où rien ne vient troubler la continuité du temps. L'Antarctique est l'un de ces rares endroits où la modernité, malgré ses machines et ses instruments, semble encore s'arrêter devant un mur invisible. Les chercheurs y travaillent, mais toujours dans des zones bien précises. Les missions plus audacieuses, qui cherchent à percer la glace, rencontrent des obstacles imprévus. Conditions extrêmes, matériel défaillant, accidents. C'est comme si le lieu lui-même résistait à l'intrusion. Sous ce voile blanc, il pourrait y avoir des paysages figés depuis des millions d'années, des cavernes immenses, des rivières chaudes circulant à l'abri de la glace. Des études ont révélé l'existence de lacs sous-glaciaires, certains grands comme des mers intérieures, isolés du reste du monde depuis des époques où l'humanité n'existait pas encore. Ce sont des bulles d'un passé préservé, peut-être peuplées de formes de vie inconnues, adaptées à un monde sans lumière. Le paradoxe de ce continent, c'est qu'il nous repousse et nous attire à la fois.
Sa beauté froide masque une complexité presque inimaginable. Les scientifiques parlent de données, de forages, de mesures sismiques, mais derrière ces mots, on sent une tension, celle de savoir qu'il y a là, sous leurs pieds, quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de la Terre. Et puis, il y a cette idée, plus troublante encore, et si ce que cache l'Antarctique n'était pas seulement naturel? Les légendes anciennes, issues de cultures séparées par des océans, parlent parfois d'un continent du Sud, refuge de savoirs perdus ou tombeau d'une civilisation disparue. De telles histoires sont faciles à rejeter comme mythes, mais la glace, elle, ne parle pas. Elle garde sans distinction les restes d'arbres, de pierres taillées ou de structures qui défieraient notre chronologie officielle. Ce voile blanc agit comme une frontière entre deux récits de notre monde, celui que nous avons construit avec nos livres et nos cartes, et celui qui dort encore, intact, sous la glace. Ce que nous appelons « connaissance » repose peut-être sur un puzzle incomplet, dont les pièces manquantes dorment ici, figées dans un silence millénaire. Le vent en Antarctique ne transporte pas seulement de la neige, il porte aussi un murmure. Ou peut-être est-ce une illusion de l'esprit, causée par l'isolement, le froid, la lumière irréelle. Mais dans ce souffle, certains croient entendre l'écho d'un monde oublié, un appel discret à soulever le voile, à regarder au-delà du blanc. Sous la glace qui couvre aujourd'hui l'Antarctique, il existe un souvenir que le temps n'a pas pu entièrement effacer. Ce souvenir n'a ni voix ni visage, seulement des traces inscrites dans la pierre, des empreintes fossilisées de feuilles, des grains de pollen piégés dans les sédiments. Il témoigne d'un monde si différent qu'il semble presque appartenir à un rêve, un continent vert, humide, vibrant, baigné de lumière. Il y a des millions d'années, le soleil se levait sur l'Antarctique comme il se lève aujourd'hui sur les forêts tempérées. Les vents étaient tièdes, les pluies fréquentes, les arbres étendaient leurs racines dans des sols riches, nourris par la lente décomposition de la végétation. Leurs branches, couvertes de feuilles épaisses, filtraient la lumière du jour, créant une pénombre douce où prospéraient mousses, fougères et fleurs primitives. Les rivières charriaient des eaux claires, gonflées par la fonte des neiges saisonnières qui n'étaient alors qu'un passage éphémère de l'année. Les fouilles des menées sur les côtes et les îles environnantes ont révélé des fossiles étonnants. Des troncs couchés, transformés en pierre, dont les anneaux de croissance racontent les cycles des saisons passées. On y trouve aussi des empreintes de feuilles si bien préservées que l'on distingue encore le réseau délicat de leurs nervures. Dans certains échantillons de sédiments extraits des profondeurs, des grains de pollen ont survécu, enfermés comme des éclats de mémoire, confirmant que la végétation couvrait jadis ce qui est aujourd'hui un désert glacé. Les espèces identifiées ne sont pas celles que l'on associe spontanément aux régions polaires. On retrouve des conifères proches des araucarias, des gingos et même des plantes à fleurs typiques des climats plus chauds. La présence de ces essences prouve qu'à certaines époques, l'Antarctique bénéficiait d'un climat subtropical. Des études isotopiques sur les roches et les glaces anciennes montrent que les températures moyennes y étaient les bien plus élevées, permettant une biodiversité dense et variée. Cette forêt oubliée ne se limitait pas à quelques vallées protégées. Elle s'étendait sur des milliers de kilomètres, reliant des écosystèmes terrestres et marins. Les littoraux abritaient des marais et des deltas, tandis que l'intérieur du continent connaissait des forêts denses, parcourues d'artelés par de grands animaux. Les preuves fossiles d'amphibiens et de reptiles confirment que la vie animale était tout aussi riche que la végétation. On a même découvert des restes de dinosaures adaptés à ces latitudes, preuve que la chaleur et la lumière y régnaient bien avant l'avènement des glaces. Mais ce qui intrigue le plus, c'est la transition. Comment un monde si vivant a-t-il pu disparaître, remplacé par un désert de glace? Les données géologiques indiquent qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a eu le déplacement du continent, lent et inexorable, vers le sud. Les plaques tectoniques ont entraîné l'Antarctique dans des zones où l'angle d'inclinaison du Soleil changeait radicalement la durée et l'intensité des alternances des saisons. Ensuite, la formation du courant circumpolaire antarctique, un anneau d'eau froide qui isole le continent, a agi comme une barrière climatique, coupant toute influence des courants chauds venus du nord. Ces changements ont provoqué un refroidissement progressif, mais non uniforme. Pendant des millions d'années, certaines régions ont conservé un climat tempéré, abritant encore des forêts même lorsque la glace commençait à s'installer ailleurs. Ce n'est qu'à partir d'un certain seuil, probablement accéléré par des variations globales du climat et des épisodes volcaniques,
que la glace a conquis presque toute la surface. La forêt, piégée dans ce processus, s'est figée dans le temps, ses restes enfouis sous des centaines, puis des milliers de mètres de glace. Pourtant, il est possible que des fragments de cette ancienne vie soient encore préservés dans un état remarquable. Sous la pression immense de la glace, les sols forestiers anciens pourraient avoir conservé des matières organiques intactes. Dans certaines zones, la chaleur géothermique et l'activité volcanique sous-glaciaire pourraient avoir empêché la destruction totale de ces écosystèmes fossiles. L'idée que des tissus végétaux, voire des cellules vivantes, puissent encore exister là-dessous fascine les scientifiques. Certains chercheurs ont proposé des forages ciblés dans des régions précises où les relevés géophysiques montrent des anomalies, comme si la glace recouvrait des terrains encore structurés par d'anciens réseaux de racines. Mais ces projets se heurtent à des obstacles considérables, logistiques, climatiques et parfois politiques. Le traité sur l'Antarctique, qui régit l'exploitation du continent, impose des règles strictes sur les interventions qui pourraient pas perturber des environnements isolés depuis des millions d'années. Pour les paléobotanistes, chaque échantillon est une relique précieuse. En laboratoire, un simple fragment de feuilles fossiles devient un indice pour reconstituer les chaînes écologiques de l'époque. Les isotopes de carbone révèlent maintenant le type de photosynthèse employé par les plantes. Les motifs de croissance indiquent la durée de la saison lumineuse. Ces indices, mis bout à bout, dessinent une image d'un monde luxuriant, mais aussi fragile, sensible aux moindres variations climatiques. Au-delà de la science, il y a une dimension plus intangible. Imaginer ces forêts, c'est imaginer un autre visage de la Terre, un visage que nous ne verrons jamais autrement que par fragments. Marcher aujourd'hui sur la calotte glaciaire, c'est marcher sur les cimes d'arbres disparus, sur des fleurs qui ne s'ouvriront plus jamais, sur des sols qui, autrefois, sentaient l'humus et la pluie. La glace est comme un miroir inversé. Elle renvoie la lumière vers le ciel, mais sous sa surface, elle retient les couleurs, les sons et les odeurs d'un monde perdu. Les anciens peuples qui ont transmis des récits de terres verdoyantes au sud ne pouvaient sans doute pas imaginer l'ampleur de ce qui avait existé. Pourtant, leurs mythes résonnent étrangement avec les découvertes modernes. Comme si, dans la mémoire collective de l'humanité, subsistait l'écho d'un continent vert, oublié dans l'ombre de notre histoire. Aujourd'hui, la seule forêt qui subsiste en Antarctique est microscopique. Mousses, lichens, quelques herbes coriaces qui résistent au vent et à la sécheresse. Mais ces survivants portent, d'une certaine manière, la mémoire de leurs ancêtres géants. Leur simple existence rappelle que la vie a trouvé ici un chemin et qu'elle pourrait, un jour, reprendre racine si les conditions changeaient son nom à nouveau. En Antarctique, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Ailleurs, il avance, ronge, érode, les montagnes se réduisent, les fleuves déplacent les terres, les vents effacent les traces. Ici, c'est l'inverse. Le temps se fige et se superpose. Chaque chute de neige, chaque hiver qui dépose son voile, ajoute une couche à la mémoire du continent. Les années ne s'effacent pas. Elles s'empilent. Sous nos pieds, dans l'épaisseur glacée, se trouve une bibliothèque silencieuse. Les couches les plus récentes racontent les derniers siècles, puis viennent celles de l'Antiquité, de la préhistoire, et plus bas encore, d'époques où les continents n'avaient pas leur forme actuelle. Ce qui est au sommet est jeune, et ce qui est en profondeur appartient à un monde que nous ne connaissons qu'à travers des conjectures. L'Antarctique est un livre que l'on lit à l'envers. Les premières pages sont tout en bas. Ce renversement du temps n'est pas seulement une image. Les glaciologues le savent. En creusant un forage profond, on remonte vers le passé, couche après couche, comme si l'on retirait les strates d'un immense palimpseste. Mais cette lecture est fragile. La glace n'est pas un archiviste parfait. Par endroits, les mouvements des glaciers plient, étirent et brisent contre les couches, mêlant des fragments de différentes époques. Ailleurs, des sources de chaleur venues des profondeurs terrestres font fondre puis regeler la base, brouillant les pages les plus anciennes. Pourtant, certaines zones protégées des grands courants de glace offrent un enregistrement presque intact des derniers millions d'années. Dans ces lieux rares, la carotte glaciaire devient un fil d'Ariane à travers les âges. On y retrouve des traces invisibles à l'œil nu, poussière venue de déserts lointains, cendres de volcans disparus, sels marins déposés par des tempêtes ancestrales. Chacun de ces dépôts raconte un événement, parfois à l'échelle de la planète entière. Plus troublant encore, certaines de ces traces ne correspondent pas à ce que nous croyons savoir. On y trouve des signatures chimiques d'éléments qui ne devraient pas être présents à certaines périodes ou des variations de température qui semblent contredire les modèles climatiques établis. Comme si le passé de la Terre n'était pas linéaire,
mais marquée par des ruptures brusques, des épisodes oubliés, voire effacés de notre mémoire collective. Ce temps inversé n'appartient pas qu'aux scientifiques. Il appartient à l'Antarctique lui-même, qui vit selon une chronologie différente. Les saisons y sont longues, étirées, presque immobiles. Un jour d'été peut durer des semaines entières, baigné d'une lumière pâle qui n'atteint jamais l'intensité du plein midi. L'hiver, la nuit s'installe et ne lâche plus prise, comme un rideau tiré sur le monde. Cette alternance lente imprime un autre rythme au passage du temps, un rythme qui semble étranger à notre perception. Dans cet environnement, l'idée même de présent se dilue. Ce que nous appelons aujourd'hui pourrait être, dans les profondeurs de la glace, un simple écho d'un autre âge. Les bulles d'air que l'on extrait lors des forages contiennent encore l'atmosphère d'il y a 100 000 ans. Les toucher, c'est toucher un fragment du passé qui a conservé son parfum originel, comme si le souffle d'êtres disparus avait été emprisonné là. Il arrive que la glace restitue des choses plus tangibles encore, graines, fragments de bois, insectes. Ce sont des témoins directs de mondes anciens. Certains sont si bien conservés que les chercheurs peuvent en extraire de l'ADN, offrant une fenêtre inattendue sur la génétique de créatures éteintes. Ce phénomène, qui pourrait sembler relever de la science-fiction, est en réalité une des caractéristiques uniques de l'Antarctique. La glace est une capsule temporelle qui ne cesse de se remplir. Mais cette capsule est aussi un piège. En inversant le temps, la glace enferme le passé sous des milliers de mètres, le plaçant hors de portée des sens humains. Même avec nos technologies modernes, atteindre ces couches profondes demande un effort colossal et chaque mètre foré représente des semaines de travail. Il faut maintenir les carottes glacées à des températures négatives constantes pour éviter qu'elles ne se dégradent, et chaque échantillon doit être analysé avec une précision extrême. Il existe aussi un paradoxe. En cherchant à atteindre le passé, nous le détruisons. La carotte glaciaire, une fois extraite, n'est plus dans son environnement originel. Elle fond lentement, s'altère, perd sa structure microscopique. Les bulles d'air éclatent, les cristaux se réorganisent. C'est comme ouvrir un livre ancien dont les pages se désagrègent dès qu'on les tourne. Pour certains, l'Antarctique n'est pas seulement un témoin passif du temps inversé, mais un acteur qui choisit ce qu'il révèle. Les zones de glace les plus anciennes, celles qui pourraient contenir des preuves décisives sur l'histoire profonde de la Terre, se trouvent souvent dans des régions quasi inaccessibles, balayées par des vents violents et isolées pratiquées par des barrières soins naturelles. C'est comme si le continent avait ses propres défenses, protégeant ses secrets derrière un mur de glace et de silence. Des chercheurs ont émis l'hypothèse que, sous certaines calottes épaisses, il pourrait exister des archives encore plus anciennes que tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent, remontant à plus de 20 millions d'années. Si elles étaient inaccessibles, elles pourraient bouleverser notre compréhension des cycles climatiques et peut-être révéler des événements que nous ne soupçonnons pas. Mais pour y parvenir, il faudrait des technologies que nous n'avons pas encore, ou une volonté collective de percer ce qui, jusqu'ici, a toujours été laissé intact. Cette inversion du temps ne concerne pas seulement la glace, mais aussi le sol qu'elle recouvre. Sous plusieurs kilomètres de pression, les roches, les sédiments et les fossiles attendent, immobiles, que quelqu'un les libère. Mais là encore, les couches les plus anciennes sont les plus profondes, et donc les plus difficiles à atteindre. C'est une règle presque universelle. Plus on cherche à comprendre loin dans le passé, plus la route est longue et périlleuse. Dans cette bibliothèque gelée, certaines pages ont peut-être été volontairement scellées par la nature ou par des forces que nous ne comprenons pas encore. Ce qui est sûr, c'est que l'Antarctique défie notre perception du temps. Ici, le passé n'est pas derrière nous, il est sous nos pieds. Chaque pas que l'on fait sur la glace est un pas sur des siècles, des millénaires, des ères. Et lorsque le vent s'élève et que la neige tourbillonne, on peut avoir l'impression que le temps lui-même s'efface, que tout, passé et présent, se mêle dans un même souffle glacé. L'Antarctique, dans sa blancheur infinie, nous rappelle que le temps n'est pas une ligne droite, mais une matière que l'on peut plier, superposer et parfois inverser. Il existe des cartes qui semblent connaître des terres que leurs auteurs n'auraient jamais pu voir. Des documents anciens, tracés à l'encre et au compas, qui portent sur eux une énigme. Comment représenter ce qui est censé être inconnu ? Parmi elles, une retient particulièrement l'attention, la carte dite de Piri Reis, réalisée en 1513 par un amiral de la flotte ottomane. Piri Reis n'était pas un marin ordinaire. Stratège, cartographe, il avait rassemblé ces données à partir de sources multiples. Journaux de bord de navigateurs arabes, récits en portugais, cartes espagnoles et, selon ses propres notes,
carte datant de l'époque d'Alexandre le Grand. Ce mélange improbable donna naissance à un document étonnant, qui ne se contente pas de représenter les côtes connues de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Il semble aussi montrer une terre au sud, à la forme familière, dépourvue de glace. Cette terre ressemble à l'Antarctique, tel qu'il serait sans sa calotte polaire. Ces contours, visibles sur la portion conservée de la carte, coïncident de manière troublante avec les relevés modernes du littoral sous-glaciaire obtenus par imagerie radar. Cette précision, s'il ne s'agit pas d'une coïncidence, suppose une connaissance directe de terres aujourd'hui invisibles, enfouies sous plusieurs kilomètres de glace. Les chercheurs orthodoxes expliquent cette anomalie par le hasard ou par une confusion cartographique. Selon eux, la côte supposée antarctique pourrait être une extrapolation du sud de l'Amérique du Sud ou un mélange de fragments géographiques. Pourtant, la ressemblance est telle que certains scientifiques, comme l'historien Charles Hapgood, y ont vu la preuve qu'une civilisation ancienne, antérieure à la dernière glaciation, avait cartographié la Terre avec une précision remarquable. Hapgood parlait de cartographie avancée, héritée d'une culture aujourd'hui disparue, capable de mesurer les latitudes avec exactitude et de représenter des rivages que la glace recouvrait déjà depuis des millénaires. La carte de Piri Reis n'est pas un cas isolé. D'autres documents anciens, comme ceux d'Orontes Phineus au XVIe siècle, présentent également un continent austral aux côtes détaillées, avec des rivières et des chaînes de montagnes internes. Dans le cas d'Orontes Phineus, la carte montre un littoral libre de glace, mais aussi des réseaux fluviaux correspondant aux structures géologiques découvertes sous l'Antarctique par les mesures sismiques modernes. Ces cartes posent une question simple et vertigineuse. Comment leurs auteurs auraient-ils pu dessiner ce qu'ils ne pouvaient pas savoir? La dernière fois que l'Antarctique a été dépourvue de glace sur une telle échelle remonte à plusieurs millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme moderne. Et même si l'on considère des périodes plus récentes de retrait partiel des glaces, elles sont trop anciennes pour correspondre à des civilisations connues. Certains avancent l'idée d'un héritage cartographique transmis à travers les âges par des cultures successives, chaque génération recopiant et adaptant les données d'un document originel beaucoup plus ancien. Ce processus aurait pu transformer une carte scientifique en artefact mythique, son origine réelle se perdant dans le temps. D'autres évoquent des relevés réalisés par une civilisation maritime avancée, peut-être contemporaine d'une époque où les pôles étaient situés différemment en raison d'un basculement de l'axe terrestre ou d'un déplacement de la croûte. L'étude des cartes interdites ne se limite pas à leur contenu visuel. Les annotations, les symboles, la manière dont les lignes sont tracées, tout est scruté. Sur celle de Piri Reis, certaines inscriptions en turc ancien mentionnent explicitement l'utilisation de cartes plus anciennes et insistent sur la précision des données pour les régions méridionales. Détail troublant. Il indique aussi que ces cartes plus anciennes provenaient de gens qui connaissaient pas la forme du monde bien avant nous. La possibilité que des explorateurs préhistoriques aient atteint l'Antarctique est souvent rejetée comme improbable. Pourtant, nous savons que l'homme moderne est capable de voyages maritimes depuis des dizaines de milliers d'années. Des traces archéologiques démontrent des traversées océaniques à grande distance bien avant l'ère historique, et certaines découvertes, comme des outils en pierre sur des îles isolées, témoignent de navigation complexe. Il n'est donc pas impensable qu'un peuple ait pu atteindre les hautes latitudes, surtout si le climat y était moins hostile qu'aujourd'hui. Mais il existe une autre hypothèse, plus dérangeante encore. Et si ces cartes étaient le vestige d'un savoir qui n'a pas été accumulé sur place mais transmis d'une autre manière, certains chercheurs marginaux, mais aussi quelques géophysiciens ouverts aux spéculations, envisagent l'idée que l'humanité est héritée d'informations globales sur la géographie terrestre par des voies que nous ne comprenons pas, soit via des échanges avec des cultures inconnues, soit par l'exploitation d'un savoir astronomique et mathématique capable de reconstituer les formes continentales à partir de principes théoriques. Ce qui renforce le mystère, c'est que les cartes interdites ne contiennent pas seulement des anomalies liées à l'Antarctique. Certaines montrent des régions côtières de l'Amérique du Sud avec des précisions supérieures à celles que permettaient les techniques de l'époque. D'autres présentent des îles aujourd'hui submergées, comme si elles avaient été dessinées à une époque où le niveau des mers était plus bas. Ces détails coïncident parfois avec les données paléogéographiques modernes obtenues grâce à la modélisation informatique. Les sceptiques affirment que nous projetons sur ces cartes plus que ce qu'elles contiennent réellement,
et que notre connaissance actuelle influence notre lecture. Mais même en retirant toute interprétation moderne, la question demeure: pourquoi représenter un vaste continent austral alors que rien, dans les explorations documentées du début du XVIe siècle, ne permettait d'en soupçonner l'existence? Il est possible que certaines cartes ne soient pas des représentations, topographiques au sens strict, mais des synthèses symboliques mêlant observations réelles et éléments mythologiques. Pourtant, même dans ce cas, l'étrange correspondance entre certains tracés et les mesures modernes reste difficile à expliquer. Les cartes interdites sont comme des éclats de verre provenant d'un miroir brisé. Elles reflètent des fragments d'un monde que nous avons peut-être connu, mais que nous avons oublié. Chaque fragment, chaque trait, pourrait être la trace d'une mémoire bien plus ancienne que nos livres d'histoire. Mais tant que nous ne savons pas comment elles ont été produites, elles demeurent suspendues entre deux mondes, celui de la science et celui du mythe. Dans le silence glacé de l'Antarctique, ces cartes prennent un autre sens. Elles ne sont plus seulement des curiosités archivées dans des bibliothèques, mais des clés potentielles pour déchiffrer ce qui repose sous la glace. Peut-être que là, enfouies dans l'obscurité, se trouvent encore les preuves capables de confirmer ou d'infirmer ce qu'elles montrent. Et peut-être que tant que ce voile blanc ne sera pas levé, ces cartes resteront les témoins muets d'un savoir interdit. Autour des côtes de l'Antarctique, là où la glace se brise en cathédrale bleue et s'effondre dans l'océan, il existe des profondeurs que peu d'yeux humains ont explorées. L'eau y est froide, presque noire, et pourtant, sous cette surface immobile, le relief cache des formes qui ne devraient pas être là. Les relevés bathymétriques, réalisés pour la navigation ou la recherche scientifique, dessinent parfois des structures qui rappellent les angles précis de l'architecture humaine. Dans certains secteurs, on distingue des alignements presque rectilignes, comme des murs effondrés ou des digues brisées. Ailleurs, ce sont des motifs circulaires, si vastes qu'ils ne peuvent être perçus que depuis les cartes sonars. Ces formes se trouvent parfois à des profondeurs qui suggèrent qu'elles furent un jour à l'air libre, avant que les glaces et l'élévation des mers ne les recouvrent. Les courants marins, chargés de limon et de sable glacé, passent sur ces vestiges comme des mains patientes, polissant les contours, adoucissant les angles. Pourtant, sous cette usure, la symétrie persiste. Dans un monde naturel dominé par les lignes courbes et le chaos des forces géologiques, cette régularité intrigue. Des plongeurs scientifiques, travaillant dans les rares zones accessibles en été austral, ont rapporté des visions étranges. Blocs de pierre empilés avec un soin qui semble intentionnel, terrasses immergées, dépressions circulaires qui pourraient être les bases d'anciennes truculentes structures. Officiellement, ces observations sont attribuées à des formations naturelles, l'érosion, le gel et le dégel, la fracturation des roches par la glace. Mais pour ceux qui ont vu ces formes de leurs propres yeux, l'impression est différente, presque dérangeante. Dans certaines baies où les glaces se retirent temporairement, les images sous-marines révèlent des réseaux qui ressemblent à des routes ou à des canaux. Ces tracés suivent parfois le relief avec une logique qui rappelle l'aménagement humain. Suivre une ligne de crête, relier deux points d'un plateau, contourner une dépression. Or, pour qu'une telle disposition existe, il faudrait qu'un peuple ait vécu ici, à une époque où l'Antarctique n'était pas engloutie sous la glace. La chronologie officielle rend cette idée improbable. Les derniers moments où ces régions auraient été libres de glace à grande échelle remonteraient à plusieurs millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme moderne. Et pourtant, les côtes du continent ont connu des variations de glace partielles plus récentes, notamment lors des interglaciaires, où certaines zones littorales auraient pu être habitables pendant des millénaires. Assez longtemps, peut-être, pour qu'une culture s'y installe et y laisse des traces. Les cartes marines de certaines expéditions du XXe siècle, aujourd'hui peu connues, mentionnent des anomalies sous-marines autour de la péninsule antarctique et des îles Shetland du Sud. Dans ces relevés, on trouve des plateaux immergés à faible profondeur, avec des pentes régulières et des terrasses qui pourraient en être d'anciennes lignes de rivage. Les géologues expliquent ces formes par la tectonique et l'action de la glace. Mais si l'on admet l'hypothèse d'une occupation ancienne, ces terrasses pourraient aussi être les traces d'aménagements portuaires ou de zones d'habitat. Au-delà des côtes, certaines anomalies se trouvent plus profondément, à des centaines de mètres sous la surface. Elles apparaissent parfois comme des cercles presque parfaits, assez grands pour qu'ils n'aient pu être façonnés par la main humaine que si celle-ci disposait de moyens inconnus. D'autres ressemblent à des polygones imbriqués, rappelant des fortifications ou des enceintes.
Les courants y sont forts et les sédiments les recouvrent partiellement, comme pour les dissimuler. Il est possible que ces formes ne soient que des illusions créées par la lecture imparfaite des données sonars. Mais il est tout aussi possible que, parmi ces anomalies, certaines soient réelles, vestiges silencieux d'un passé enfoui. Les légendes maritimes évoquent parfois l'existence de cités englouties dans les mers australes, vestiges d'âges où les climats et les océans étaient différents. Les récits polynésiens, maoris et même sud-américains contiennent des échos d'îles aujourd'hui disparues, submergées lors de grands bouleversements. On pourrait n'y voir que des mythes, mais ces histoires persistent avec une cohérence troublante, comme si elles portaient la mémoire fragmentaire d'événements réels. Des chercheurs indépendants, en étudiant les cartes bathymétriques publiques, ont identifié des zones où la régularité géométrique dépasse ce qui est attendu du hasard naturel. Mais explorer ces lieux est presque impossible. Les conditions météorologiques extrêmes, la glace dérivante et les réglementations strictes imposées par le traité sur l'Antarctique limitent fortement l'accès. Les rares missions autorisées se concentrent sur des objectifs scientifiques définis, laissant ces anomalies hors train dans l'ombre. Parfois, ce sont les images satellites elles-mêmes qui révèlent des indices. Lorsque la glace se retire en été, certaines zones côtières laissent apparaître des lignes sombres dans l'eau qui se prolongent loin sous la surface. Ces traces disparaissent rapidement avec le retour de l'hiver, comme si le continent ne voulait pas les laisser visibles trop longtemps. Il y a aussi la question du lien possible entre ces vestiges sous-marins et d'autres mystères du continent. Si l'Antarctique a réellement abrité, dans un passé lointain, des sociétés organisées, alors ces structures pourraient être les restes de leurs ports, de leur défense ou de leurs centres rituels. Dans ce cas, la glace ne cacherait pas seulement la géographie du passé, mais aussi les traces d'une histoire entièrement inconnue de l'humanité. Ce qui rend ce sujet encore plus troublant, c'est l'échelle. Certaines des formations sous-marines mesurent plusieurs kilomètres de long. Les blocs qui semblent les constituer, s'ils étaient artificiels, auraient nécessité une maîtrise technique considérable pour être déplacés et assemblés. Cela impliquerait un savoir-faire comparable à celui des grandes civilisations bâtisseuses de l'Antiquité, mais dans un endroit où aucune d'entre elles n'est censée avoir mis le pied. Les mers glaciales de l'Antarctique ne sont pas seulement un obstacle physique, elles sont aussi un écran. Le froid, les tempêtes et les glaces dérivantes dissimulent ce qui se trouve en dessous, comme si le continent avait choisi l'océan comme gardien. Les vagues passent, les siècles s'écoulent et les formes demeurent invisibles en attente. Lorsque l'on observe ces anomalies sur une carte, il est facile de se perdre dans les hypothèses. S'agit-il d'anciennes cités, de ports datant d'un âge oublié, ou bien de simples curiosités géologiques amplifiées par notre désir de trouver des traces du passé? Dans le silence glacé des fonds marins, la réponse reste suspendue. Ce qui est certain, c'est que l'Antarctique n'est pas seulement un désert de glace. Ses côtes et ses mers cachent un relief complexe, un relief qui porte peut-être les empreintes de mains humaines anciennes, effacées par la montée des eaux et le retour du froid. Et tant que ces vestiges resteront inaccessibles, ils continueront de nourrir l'idée qu'au sud du monde, il existe encore des histoires que nous n'avons pas entendues. Il existe à Gunung Padang un langage que personne n'a jamais entendu, mais que l'on peut encore percevoir si l'on accepte de lire avec les yeux du temps. Ce langage ne se déploie pas en mots, mais en forme, en lignes, en orientation. Les pierres parlent dans leur agencement, dans les marques gravées à leur surface, dans les motifs qui se répètent d'une terrasse à l'autre. C'est une parole minérale, ancienne au point d'avoir perdu ses traducteurs. Certaines pierres de Gunung Padang portent des traces visibles à peine. Ce sont de fines incisions, parfois droites, parfois courbes, parfois enchevêtrées. Elles ne forment pas d'écriture connue, mais leur régularité suggère un geste intentionnel. Ces marques pourraient être des repères de construction, des symboles rituels, ou les vestiges d'un système graphique oublié. Dans les recoins où la mousse n'a pas encore recouvert la roche, on distingue des alignements de petites cupules creusées à la surface. Leur taille est uniforme, leur disposition rarement aléatoire. Dans d'autres sites mégalithiques, à travers le monde, de telles cupules sont associées à des cartes stellaires, à des indications de routes ou à des représentations abstraites de concepts cosmogoniques. Le basalte, matériau dominant ici, est une pierre dure, mais lorsqu'elle est fraîchement extraite, elle se prête à des incisions nettes. Avec le temps, ces gravures s'adoucissent
comme si la pierre reprenait lentement sa surface initiale. C'est peut-être cette érosion subtile qui rend aujourd'hui les signes si difficiles à lire. Pourtant, à certains endroits, des formes plus profondes résistent. On y voit des angles précis, des spirales, des chevrons. Rien ne prouve qu'ils aient une signification codée, mais leur répétition à travers le site laisse penser qu'ils n'étaient pas purement décoratifs. Au-delà des marques visibles, c'est la disposition même des pierres qui composent la grammaire silencieuse du lieu. Les terrasses ne sont pas seulement des plateformes, elles s'articulent entre elles selon des rapports précis de largeur et de hauteur, presque comme les vers d'un poème respectant une métrique stricte. Les escaliers suivent dans des inclinaisons constantes, interrompues à intervalles réguliers par des paliers qui pourraient en correspondre à des points d'arrêt délibérés, peut-être pour des rites, peut-être pour marquer un cycle ou un événement. Les alignements astronomiques évoqués par certains chercheurs font partie de cette langue. On a relevé des correspondances qu'on ne soit possible entre certaines pierres dressées et les positions du Soleil au solstice et équinoxe. Ces points de visée, s'ils sont intentionnels, transforment le monument en un instrument d'observation du ciel, un calendrier gravé dans la pierre. Dans ce cas, la langue des roches serait aussi la langue du temps, un moyen de transmettre aux générations futures le rythme des saisons et des astres. Il faut aussi considérer les sons que produit la pierre. Plusieurs blocs, lorsqu'on les frappe, émettent une résonance claire, presque métallique. Ce phénomène, observé dans d'autres cultures anciennes, a parfois été exploité pour créer des espaces sonores particuliers lors de cérémonies. Si tel était le cas ici, alors la langue des roches ne se limiterait pas à une syntaxe visuelle. Elle inclurait aussi une dimension acoustique, un langage qui se déploie dans l'air avant de se dissiper. Les surfaces polies pourraient avoir été choisies ou façonnées pour amplifier certaines fréquences, créant une vibration ressentie autant qu'entendue. Les motifs géométriques trouvés sur certaines pierres rappellent, de manière troublante, des symboles observés à des milliers de kilomètres, dans des contextes archéologiques totalement différents. Spirales, quadrillages, lignes parallèles. Ces formes élémentaires sont universelles, mais leur répétition dans un cadre monumental suggère un usage structuré. Elles pourraient exprimer des notions partagées à grande échelle à travers le monde ancien, comme si les hommes de ces époques, séparés par des océans, avaient trouvé des manières similaires de représenter l'ordre du monde. Les marques d'outils elles-mêmes font partie de ce langage. Leur orientation, leur profondeur, leur régularité disent donc quelque chose du geste, de la technique et donc de la culture qui les a produites. Un outil en pierre laissait des stries différentes d'un outil en métal. Une frappe lente ne marquait pas la pierre comme une frappe rapide. Ces nuances permettent parfois de distinguer plusieurs phases de travail et donc de détecter les interventions de générations différentes sur un même bloc. Ainsi, une même pierre peut porter la signature invisible de mains, séparées par des siècles, voire des millénaires. Les zones d'absence de marque sont tout aussi significatives. Sur certaines pierres, des surfaces entières sont laissées brutes, tandis que d'autres sont soigneusement polies. Cette alternance pourrait refléter une hiérarchie symbolique. Certaines parties de la structure méritaient sûrement d'être façonnées avec précision, d'autres devaient en rester dans leur état naturel, peut-être pour préserver un lien avec la forme originelle de la roche. Ici encore, la pierre devient un texte où le vide et le plein, le lisse et le rugueux se répondent. Il est possible que cette langue ait été comprise par peu de personnes à l'époque de sa création. Dans certaines sociétés traditionnelles, les codes gravés dans la pierre ne sont accessibles qu'aux initiés, tandis que les formes plus générales servent de repères visuels pour l'ensemble de la communauté. Cette distinction entre langage public et langage secret pourrait expliquer pourquoi certaines marques sont évidentes et répétitives, tandis que d'autres sont discrètes, presque dissimulées. La disposition des blocs dans les couches souterraines semble obéir à d'autres règles encore. Là où la surface montre une organisation ouverte, le sous-sol présente parfois des motifs fermés, comme si l'espace invisible devait répondre à une logique intérieure différente. Des murs s'alignent en cercle, des blocs massifs délimitent des volumes cubiques ou rectangulaires. Ces formes ne sont pas simplement fonctionnelles, elles traduisent une conception géométrique qui dépasse le besoin pratique de soutenir ou de contenir. Dans cette langue silencieuse, chaque pierre est un mot, chaque alignement une phrase, chaque terrasse un paragraphe. Mais nous lisons ce texte comme une langue morte dont il nous manquerait le dictionnaire. Nous en reconnaissons la structure, nous pressentons qu'elle exprime quelque chose d'important, mais nous ne pouvons qu'en deviner le sens.
Cette situation crée un vertige. Savoir que nous sommes face à un message transmis à travers des dizaines de millénaires et constater notre incapacité à le déchiffrer pleinement. Certains chercheurs, inspirés par l'archéologie expérimentale, tentent de reproduire les marques observées pour comprendre comment elles ont été faites. Ils frappent le basalte avec différents types de percuteurs, chauffent et refroidissent des blocs, polissent des surfaces à l'aide de sable et d'eau. Ces expériences montrent qu'il est scellé possible de recréer certaines formes, mais elles rappellent aussi que la répétition précise de motifs sur un grand nombre de pierres exigeait une discipline collective et un savoir-faire transmis de manière stable. La langue des roches ne se limite pas au site lui-même, elle dialogue avec le paysage. Les orientations, les ouvertures, les alignements visent parfois des montagnes lointaines, des vallées particulières ou des points où le ciel change de teinte à certaines saisons. La pierre devient ainsi un intermédiaire entre l'homme et le monde, une façon de fixer dans la matière des relations immatérielles. Ce lien élargit la portée du monument. Il n'est pas seulement un lieu, il est un point d'ancrage dans un réseau plus vaste d'observation et de signification. Le mystère réside dans le fait que cette langue, bien qu'oubliée, continue de produire un effet. Même sans en comprendre les mots, celui qui se tient au milieu des terrasses, entouré de pierres dressées, ressent quelque chose, un ordre subtil, une intention qui dépasse la simple utilité, une beauté qui semble répondre à une logique ancienne. C'est peut-être là la véritable puissance de la langue des roches. Elle agit encore, même privée de ses traducteurs, comme une voix lointaine qui traverse le temps et qui, par son simple murmure, nous rappelle que nous ne sommes pas les premiers à chercher à inscrire nos pensées dans la matière. Au cœur de la vallée de McMurdo, dans l'un des endroits les plus arides et inhospitaliers de l'Antarctique, se dresse une vision qui ne ressemble à rien d'autre sur Terre. Là, le glacier Taylor, immobile depuis des millénaires, laisse s'écouler un flot inattendu. Une cascade rouge sang qui s'épanche lentement sur la glace blanche, comme une blessure ouverte dans le corps du continent. Cette apparition semble presque irréelle. Le rouge se détache violemment sur la blancheur environnante, formant des traînées et des veines qui se ramifient jusqu'au lac Bonnet. Les premiers explorateurs qui l'aperçurent, au début du XXe siècle, furent étreints frappés par cette image étrange, au point de lui donner un nom qui porte encore aujourd'hui cette impression, Blood Falls, les chutes de sang. Pendant des décennies, l'origine de cette couleur intense resta un mystère. Certains imaginèrent des algues rouges, d'autres des minéraux rares ou des réactions chimiques inconnues. Ce n'est qu'avec les progrès de la géochimie et de la microbiologie que la véritable nature de ce phénomène a été révélée, et ce qu'elle raconte est plus fascinant encore que les hypothèses initiales. Sous le glacier Taylor, à plus de 4 km de la côte, existe une poche d'eau salée, prisonnière depuis environ 5 millions d'années. Cette eau est si saturée en sel qu'elle ne gèle pas, même aux températures glaciales de l'Antarctique. Elle est aussi complètement isolée du monde extérieur. Pas de lumière, pas de contact avec l'atmosphère, pas de renouvellement. Dans cet environnement extrême, où l'on aurait cru toute vie impossible, une communauté microbienne a survécu. Ces bactéries, descendantes d'organismes marins anciens, se nourrissent que de minéraux dissous, respirant non pas de l'oxygène, mais des composés du fer et du soufre. En vivant ainsi, elles transforment le fer en une forme oxydée, qui donne à l'eau cette teinte rouge intense lorsqu'elle entre en contact avec l'air. La cascade rouge n'est donc pas un simple jeu de couleurs, elle est le signe visible d'un écosystème caché, qui a survécu dans un isolement total pendant des millions d'années. C'est une capsule temporelle vivante, un témoignage d'un océan ancien piégé sous la glace, qui continue à battre doucement, invisible, sous le glacier. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est la manière dont cette eau s'écoule. La pression interne et les fissures dans la glace permettent à une partie de cette saumure de trouver un chemin vers la surface où elle jaillit lentement, parfois en un mince filet, parfois en une nappe plus large. Le débit est faible mais constant, ce qui fait que les chutes semblent toujours présentes, bien que changeantes au fil des années. Les analyses isotopiques de cette eau ont confirmé qu'elle provient d'une mer ancienne, piégée lorsque la glace a avancé sur les terres. Ce fragment de passé marin a conservé non seulement des microbes, mais aussi une chimie qui reflète les conditions d'une époque où l'Antarctique n'était pas encore entièrement gelée. Pour les exobiologistes, les chutes de sang représentent bien plus qu'un phénomène local. Elles offrent un modèle de ce que pourrait être la vie dans d'autres mondes glacés, comme Europe, la lune de Jupiter, ou Encelade, la lune de Saturne. Des océans salés,
enfermés sous des couches épaisses de glace, abritant une vie microbienne adaptée à des conditions extrêmes. L'Antarctique nous donne un aperçu direct de ces environnements extraterrestres. Mais au-delà de la science, l'image des chutes de sang continue à nourrir l'imagination. Elles ressemblent à une blessure que le continent ne referme pas, comme si quelque chose, enfoui depuis trop longtemps, cherchait encore à remonter à la surface. Dans certaines de traditions, le rouge est la couleur de la mémoire, du lien entre le passé et le présent. Ici, ce lien est tangible. Ce qui coule à la lumière du jour est littéralement l'eau d'un autre âge, un fragment liquide d'un monde disparu. Les habitants de ce monde, ces microbes anciens, n'ont jamais vu le ciel. Leur univers est fait de ténèbres, de sels minéraux et de mouvements lents. Pourtant, ils sont restés vivants, adaptant leur métabolisme à une existence sans lumière, sans chaleur, sans échange avec l'extérieur. Ce sont des survivants d'un autre temps, et leur présence prouve que la vie peut persister dans des conditions que nous jugerions mortelles. Lorsque le vent souffle dans la vallée de McMurdo, il soulève parfois un brouillard glacé autour de la cascade. Le rouge semble alors se diluer dans la blancheur ambiante, comme un encre dispersée dans l'eau. Mais au sol, les traînées colorées restent visibles, imprégnant la glace comme un tatouage indélébile. Il est impossible que d'autres poches d'eau semblables existent ailleurs sous l'Antarctique, invisibles et silencieuses. Certaines pourraient être encore plus anciennes, ou contenir des formes de vie inconnues. La difficulté d'exploration est immense, mais la découverte du glacier Taylor prouve que de telles anomalies sont possibles, et qu'elles peuvent révéler des histoires bien plus vastes que leur apparence ne le laisse deviner. Le sang de la glace n'est donc pas seulement un phénomène géologique ou biologique. C'est un rappel que sous la surface figée du continent, le temps n'est pas mort. Il circule lentement, transportant avec lui des fragments du passé, comme des messages envoyés à travers des millions d'années. Et chaque goutte rouge qui s'écoule sur la neige est un mot de ce message, une syllabe dans un langage ancien que nous commençons à peine à déchiffrer. Sous l'Antarctique, enfouis sous des kilomètres de glace, se trouvent des mers intérieures que le soleil n'a pas touchées depuis des millions d'années. Ce sont des lacs secrets, invisibles, qui vivent dans un monde clos, à l'abri de la lumière, de l'air et du regard humain. Leur existence n'a été confirmée qu'au cours des dernières décennies, grâce à des mesures radars capables de sonder les profondeurs glacées. L'un des plus connus est le lac Vostok, immense, presque aussi vaste que le lac Ontario. Il repose à près de 4 km sous la surface gelée, isolé depuis au moins 15 millions d'années. L'eau qui le remplit n'est pas stagnante. Elle est en mouvement, alimentée par des sources géothermiques au fond et régulée par la pression de la glace au-dessus. Ce cycle discret maintient une température juste au-dessus du point de congélation, empêchant l'eau de geler malgré l'absence de lumière et les conditions extrêmes. Le lac Vostok n'est pas seul. Les recherches menées à partir des données satellitaires et des relevés géophysiques ont révélé l'existence de centaines d'autres lacs sous-glaciaires, certains reliés entre eux par des réseaux de rivières souterraines. Ce monde caché forme un système aquatique parallèle, un royaume invisible qui existe depuis des époques où la surface de l'Antarctique était encore verte et habitée. La question qui fascine les scientifiques est simple. Que vit dans ces eaux ? Sans lumière solaire, la photosynthèse est impossible. Si la vie existe, elle doit se nourrir d'autres sources d'énergie. Minéraux, réactions chimiques, chaleur géothermique. Cette perspective attire les microbiologistes et les exobiologistes car un tel environnement ressemble étrangement à ceux que l'on soupçonne sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade. Le forage pour atteindre ces lacs est une opération délicate. Percer la glace sans contaminer l'eau avec des microbes de surface est un défi technologique et éthique. Lorsque, après des années de préparation, une équipe russe est parvenue à atteindre le lac Vostok, les échantillons prélevés ont révélé des séquences d'ADN inconnues, peut-être issues d'organismes adaptés à ces conditions extrêmes. Les résultats restent débattus, car il est assez difficile de prouver que ces séquences ne proviennent pas d'une contamination. Mais l'idée qu'un écosystème entièrement autonome puisse exister sous la glace reste l'une des hypothèses les plus captivantes de la science moderne. D'autres lacs plus accessibles ont déjà livré leurs secrets. Le lac Williams, à 800 mètres sous la glace, contient une communauté microbienne active, capable de transformer les composés du soufre et du fer en énergie. Ces organismes vivent dans l'obscurité totale, mais leur métabolisme est dynamique, signe que la vie peut non seulement survivre, mais prospérer dans des conditions que l'on croyait stériles. Ces découvertes posent une question vertigineuse. Si la vie peut exister ici, dans cet isolement glacial, pourquoi ne le pourrait-elle pas ailleurs,
dans d'autres mondes où l'eau liquide est cachée sous la glace. L'Antarctique devient alors un laboratoire naturel pour explorer les possibilités de la vie extraterrestre. Mais au-delà des implications scientifiques, il y a la dimension plus mystérieuse. Ces lacs sont comme des poches de mémoire, des capsules intactes d'un temps où l'Antarctique n'était pas figé. Leur eau pourrait contenir des traces organiques de plantes, d'animaux ou de microbes disparus depuis des millions d'années. Dans un sens, chaque goutte est un fragment d'histoire qui n'a jamais été mélangé à celle du reste du monde. On peut imaginer ce que cela signifie. Un plongeur, s'il pouvait supporter la pression et le froid, nageant dans ces eaux noires, entouré d'organismes qui n'ont jamais vu la lumière, évoluant lentement dans un silence absolu. Chaque créature, chaque microbe serait le descendant direct de lignées qui ont survécu à toutes les glaciations, à tous les bouleversements climatiques, parce qu'elles étaient cachées, protégées dans cet isolement parfait. Les légendes humaines n'ont jamais parlé directement des lacs sous la glace. Comment auraient-elles pu, alors qu'ils sont invisibles ? Mais certaines histoires anciennes évoquent un peu des mers enfermées, des eaux qui ne s'évaporent pas, gardées par la terre ou par la pierre. Des images poétiques qui trouvent un étrange écho dans cette réalité scientifique. Il existe aussi des hypothèses plus audacieuses. Certains chercheurs indépendants ont suggéré que ces lacs pourraient contenir non seulement de la vie microbienne, mais aussi les vestiges d'écosystèmes plus complexes, figés dans un équilibre stable depuis l'isolement du plan d'eau. L'absence de lumière ne signifie pas nécessairement l'absence de toute chaîne alimentaire. Des sources de chaleur ou de nutriments peuvent soutenir des organismes plus grands que des microbes, peut-être même visibles à l'œil nu, c'est à l'œil nu. Les explorations futures devront répondre à ces questions. Mais atteindre ces mondes sans les altérer est presque impossible. Le moindre contact avec nos outils modernes risque d'introduire des bactéries étrangères capables de perturber un équilibre vieux de millions d'années. C'est pourquoi certains scientifiques estiment qu'il faudrait attendre de disposer de techniques totalement stériles avant de pénétrer ces lacs. En attendant, ils restent là, sous nos pieds, invisibles mais bien réels, respirant au rythme lent de leur isolement. Dans l'imaginaire, ils ressemblent à des cœurs battant sous la glace, pulsant doucement, reliés entre eux par des artères aquatiques. Un réseau secret, silencieux, où le temps coule différemment. Quand on regarde l'Antarctique depuis l'espace, on ne voit qu'un vaste plateau blanc. Mais sous ce masque, des mers noires attendent. Elles portent en elles la mémoire d'un monde ancien et peut-être la promesse de révélation sur la résilience de la vie, ici ou ailleurs dans l'univers. Parmi les histoires qui circulent annoncées à propos de l'Antarctique, certaines évoquent des installations construites au milieu du XXe siècle, au moment où le monde était déjà pris dans les tensions de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet immense désert glacé, loin des routes maritimes et des regards, des nations auraient cherché à établir des avant-postes, soit pour la recherche scientifique, soit pour des raisons moins avouées. Ces lieux, souvent inaccessibles aujourd'hui, alimentent à la fois les archives officielles et les récits plus obscurs qui se transmettent dans l'ombre. L'une des plus célèbres de ces histoires concerne la mystérieuse base 211, supposée avoir été construite par l'Allemagne nazie dans la région de la terre de la Reine Maude. Selon certaines sources, officielles ou apocryphes, une expédition allemande aurait été envoyée en Antarctique en 1938-1939 à bord du navire Schwabenland. Les archives confirment cette mission baptisée Expédition Schwabenland, dont l'objectif officiel était de cartographier la côte et de revendiquer un territoire. Mais au-delà des photographies aériennes et des données cartographiques, les rumeurs parlent d'installations creusées dans la glace, protégées par des falaises et invisibles depuis la mer. Les partisans de cette théorie affirment que la base aurait servi à mener des recherches avancées, voire à stocker du matériel et des archives précieuses à l'abri des bombardements. Certains récits, sans preuve tangible, évoquent même la possibilité que des sous-marins aient été continués à y accoster après la fin officielle de la guerre, transportant des cargaisons dont la nature reste inconnue. Officiellement, aucune preuve matérielle n'a jamais confirmé l'existence d'une telle base. Les documents déclassifiés après la guerre ne mentionnent pas de structures permanentes allemandes en Antarctique et la plupart des historiens considèrent ces récits comme des spéculations. Mais l'absence de preuves n'empêche pas la persistance du mythe. Après la guerre, l'Antarctique devint aussi un terrain d'intérêt stratégique pour les Alliés.
L'opération High Jump, menée par les États-Unis en 1946-1947 sous le commandement de l'amiral Richard Byrd, fut officiellement présentée comme une mission d'entraînement et de recherche. Mais son ampleur intrigue encore aujourd'hui. Plus de 4000 hommes, 13 navires, des avions et un calendrier accéléré qui écourta la mission bien avant la date prévue. Les comptes rendus officiels évoquent tantôt des conditions météorologiques extrêmes, mais certains observateurs ont vu dans ce retrait rapide un signe qu'il y aurait eu des rencontres ou des découvertes imprévues. Dans les années qui suivirent, plusieurs nations établirent des stations de recherche, certaines en surface, d'autres partiellement souterraines, pour se protéger du froid et du vent. Mais certaines installations, construites pour un usage temporaire, furent abandonnées, laissant derrière elles des bâtiments gelés dans le temps. Les vents y passent encore, soulevant la neige et déposant une fine poussière de glace sur des équipements rouillés, des liens métalliques, des réserves alimentaires oubliées. Les bases perdues ne sont pas toutes liées à des rumeurs militaires. Certaines sont simplement le résultat de conditions extrêmes. Les stations scientifiques abandonnées par manque de ressources ou à cause de la dérive des glaces restent figées comme des instantanés du passé. Les vêtements pendent encore au clou, les cahiers de notes sont fermés sur des pages inachevées, et les horloges murales marquent l'heure exacte où elles se sont arrêtées. Ces lieux ont une atmosphère étrange. Entrer dans une base déserte en Antarctique, c'est comme pénétrer dans une capsule temporelle. Le froid conserve tout, des boîtes de conserve aux photographies, comme si les occupants étaient bien partis seulement quelques heures auparavant. Mais dehors, le vent efface toute trace de leur passage, et le silence reprend possession des lieux. Certains explorateurs contemporains racontent avoir découvert, dans des zones rarement visitées, des constructions dont l'origine n'est pas claire, murs de pierre, abris métalliques enfouis sous la neige ou structures partiellement effondrées. Ces découvertes ne sont pas toujours documentées officiellement, et il est difficile de savoir si elles datent des expéditions connues ou si elles appartiennent à des tentatives oubliées. L'isolement extrême de l'Antarctique rend toute vérification compliquée. Les distances sont immenses, les conditions météorologiques imprévisibles et certaines régions sont interdites d'accès en raison de leur statut de réserve scientifique protégée. Ainsi, il est possible que des ruines ou des bases abandonnées existent encore, inconnues de tous, dissimulées dans des vallées où personne ne passe. Les bases perdues appartiennent donc autant à la réalité qu'à l'imaginaire. Certaines ont existé et sont documentées, d'autres sont des rumeurs persistantes, d'autres encore ne sont que des hypothèses alimentées par des fragments de témoignages. Mais toutes participent à cette aura particulière de l'Antarctique, un lieu qui, malgré les satellites et les cartes modernes, conserve encore des zones de mystère. Dans ce paysage figé, chaque bâtiment oublié, chaque antenne brisée, chaque porte bloquée par la glace est une invitation à imaginer ce que ce continent a pu abriter dans ses recoins les plus inaccessibles. Parmi les images captées par les satellites qui scrutent l'Antarctique, certaines retiennent le regard d'une manière particulière. Au milieu des champs de glace et des reliefs montagneux, on distingue parfois des formes qui semblent délibérées, de grandes ouvertures sombres, presque rectangulaires, découpées dans la paroi d'une falaise. Elles apparaissent comme des portes monumentales, défiant la nature par leur régularité. L'une des plus célèbres a été repérée dans la région de la Terre de la Reine Maude. Sur les images, elle se présente comme une ouverture haute de plusieurs dizaines de mètres et large d'environ 20, encadrée par une roche claire et massive. L'ombre qu'elle projette à l'intérieur suggère une profondeur, comme si elle menait à un espace creusé derrière la façade. Certains y voient un simple effet d'éclairage combiné à une fracture naturelle. D'autres y perçoivent l'empreinte d'un travail façonné par une main consciente, un passage vers un espace protégé. Les formations rocheuses de l'Antarctique sont anciennes, façonnées par des millions d'années de pression, de gel et de vent. Elles présentent souvent des arêtes vives, des fissures droites et des pans verticaux. Pourtant, la symétrie presque parfaite de certaines portes intrigue. La nature, même dans ses formes les plus régulières, laisse rarement une telle impression de géométrie nette. Ce qui rend ces images plus fascinantes encore, c'est leur emplacement. Beaucoup de ces structures se trouvent dans des zones quasi inaccessibles, protégées par des parois abruptes, des glaciers mouvants ou des conditions météorologiques extrêmes. Aucune mission scientifique documentée ne semble avoir approché ces lieux directement. La seule preuve que nous en avons vient donc de photographies aériennes ou satellites. Les hypothèses varient. Pour certains géologues,
Il s'agit de grottes ouvertes par le retrait de blocs de glace ou par l'effondrement de couches rocheuses fragilisées. Les cycles de gel et de dégel, combinés à l'érosion éolienne, peuvent produire des formes étonnamment régulières. Mais cette explication, bien qu'elle tienne pour certaines ouvertures, ne convainc pas toujours lorsque la régularité s'est trop marquée. D'autres envisagent que ces portes soient en réalité des entrées vers des cavités sous glaciaires naturelles, agrandies par la chaleur géothermique ou par la circulation d'eau chaude. Certaines régions de l'Antarctique sont connues pour leur activité volcanique enfouie, capable de creuser de vastes poches dans la glace et la roche. Ces cavités pourraient servir de refuge pour des formes de vie adaptées à des conditions extrêmes. Mais dans l'imaginaire collectif, les portes de roche prennent une dimension plus énigmatique. On les imagine comme les vestiges de constructions anciennes ou comme des accès délibérément creusés pour protéger quelque chose. Archives, reliques, abris contre un cataclysme. Si l'Antarctique a abrité un jour une civilisation, idée que la plupart des archéologues rejettent, mais que certaines découvertes géologiques ne contredisent pas totalement, alors ces ouvertures pourraient être les rares témoins visibles d'un savoir-faire perdu. Les images sont souvent de résolution limitée. Les ombres profondes empêchent de distinguer ce qu'il y a au-delà de l'ouverture. Cela nourrit l'impression que ces lieux sont volontairement dissimulés. Dans certaines photographies, la neige s'accumule au pied de l'entrée comme si rien n'avait perturbé l'endroit depuis des siècles, voire des millénaires. Quelques expéditions indépendantes ont tenté d'approcher ces formations, mais l'Antarctique n'est pas un territoire où l'on se déplace librement. Les autorisations sont strictes, les distances immenses et le climat peut anéantir une mission en quelques heures. Les rares explorateurs qui affirment avoir vu de près de telles portes parlent de murs lisses à l'intérieur, de galeries qui semblent s'enfoncer dans la roche, parfois obstruées par de la glace ancienne. Leurs témoignages, faute de preuves directes, restent à la frontière entre le récit et la légende. Le plus intrigant est que certaines de ces structures semblent alignées avec des formations voisines, comme si elles obéissaient à une logique d'orientation. Dans l'histoire humaine, les portes monumentales ont presque toujours été placées en fonction d'un repère, un astre, un solstice, un alignement naturel. Si cela est vrai pour l'Antarctique, cela supposerait une intention et une connaissance précise du ciel, bien avant que la région ne soit recouverte de glace. Les satellites continuent de photographier ces zones, mais la plupart des images accessibles au public sont anciennes ou de qualité insuffisante pour trancher. Les clichés plus récents et détaillés sont rarement diffusés. Cette rareté alimente les spéculations. Pourquoi ne pas publier ces vues si elles ne montrent rien d'inhabituel ? Dans le silence immobile du continent, ces portes deviennent des symboles. Elles marquent la possibilité d'un accès vers un autre espace, vers une autre époque. Elles rappellent que, sous la glace, le relief garde des secrets que nous ne pouvons voir qu'en fragments. Et comme toute porte, elles posent la question « Qui ou quoi l'a ouverte la première fois ?» Le vent, en passant devant ces failles, produit parfois des sons étranges, amplifiés par la résonance des parois. Certains y entendent un souffle, d'autres un grondement lointain. Ce sont peut-être de simples effets acoustiques, mais dans un endroit où tout semble figé, ces murmures ajoutent à l'impression que quelque chose vit encore dans ces cavités. L'Antarctique est plein de structures naturelles spectaculaires, arches de glace, grottes bleues, falaises basaltiques. Mais ces portes de roche, par leur apparence et leur emplacement, appartiennent à une autre catégorie. Elles sont des énigmes ouvertes, des seuils figés dans un continent qui n'offre pas facilement ses passages. Et peut-être que derrière certaines d'entre elles, le vide laisse place à un espace préservé, où l'air n'a pas changé depuis un âge révolu, et où l'on pourrait, pour un instant, respirer l'atmosphère d'un monde oublié. Sous les couches épaisses de glace et de sédiments, l'Antarctique garde encore les marques d'êtres qui ont vécu ici bien avant que le froid ne s'installe. Ces traces, parfois minuscules, parfois monumentales, sont comme des messages venus d'un autre âge. Elles ne parlent pas avec des mots, mais avec des formes, des empreintes, des compositions chimiques gravées dans la pierre et la glace. Certains de ces messages sont faciles à lire. Troncs pétrifiés, empreintes de feuilles, coquillages fossilisés dans la roche. Ils nous rappellent que ce continent fut autrefois verdoyant, relié aux autres terres par le réseau du Gondwana. Les restes de fougères arborescentes et de ginkgo témoignent d'un climat où la lumière et la chaleur régnaient, où les vents portaient le parfum de la végétation plutôt que celui de la glace. Mais d'autres traces sont plus énigmatiques. Dans certaines zones où la glace s'est retirée, on trouve des couches de sédiments qui contiennent des microfossiles marins,
preuve qu'une mer recouvrait jadis cette terre. Ces microfossiles, diatomées, foraminifères, radiolaires, sont comme de minuscules archives, chacune racontant une partie de l'histoire climatique et océanique de la planète. Leur distribution, parfois inattendue, suggère que les lignes de rivage ont changé bien plus souvent que nous ne le pensions. Dans les montagnes transantarctiques, les géologues ont découvert des couches de charbon, formées à partir d'anciennes tourbières. Ce charbon, vestige d'une végétation dense, se trouve aujourd'hui à des altitudes où rien ne pousse. Ces dépôts sont des témoins silencieux de l'époque où l'Antarctique n'était pas seulement habitable, mais prospère, un écosystème complet. Il existe aussi des fossiles plus mystérieux, difficiles à interpréter. Certains affleurent à peine, révélés par la fonte saisonnière ou par le mouvement des glaciers. Ce sont des formes minérales qui ressemblent à des coquilles, mais dont la structure ne correspond pas exactement à celle d'espèces connues. Des chercheurs y voient de nouvelles espèces disparues, d'autres pensent à des déformations géologiques. Mais la question reste ouverte, et la glace pourrait encore cacher des centaines de formes fossiles inédites. Les messages fossiles ne sont pas uniquement biologiques. Certains se cachent dans les motifs de la roche elle-même. Strates plissées, minéraux disposés en réseaux géométriques, cicatrices laissées par d'anciens mouvements tectoniques. Ces motifs racontent des événements colossaux, des collisions de continents, des éruptions volcaniques, des reculs et avancées de mers intérieures. Chaque couche est comme une page tournée, mais pas effacée. Dans certaines zones, on trouve aussi des concrétions minérales aux formes étranges, formées dans des conditions très spécifiques. Elles peuvent indiquer la présence passée d'eau chaude circulant sous la surface, suggérant que certaines régions de l'Antarctique étaient autrefois parcourues par des réseaux hydrothermaux. Ces systèmes auraient pu abriter une vie riche, aujourd'hui éteinte ou enfouie. Les scientifiques savent que la plupart des fossiles, encore cachés, ne se trouvent pas à la surface mais sous des kilomètres de glace. Les techniques de carottage profond permettent de récupérer des échantillons de sédiments anciens, mais ces opérations sont coûteuses et longues. Chaque mètre de forage rapproche de périodes plus anciennes, mais aussi de conditions plus fragiles. La moindre contamination peut altérer l'information contenue dans l'échantillon. Dans de rares cas, les glaciers eux-mêmes ramènent d'enfants des fossiles via la lumière. À mesure qu'ils avancent et reculent, ils arrachent des fragments de roches et les déposent loin de leur point d'origine. Ainsi, certains fossiles découverts à la surface proviennent de profondeurs inaccessibles. Ce sont comme des lettres arrachées d'un livre que nous ne pouvons pas encore lire entièrement. Il y a aussi ces découvertes qui, sans preuve définitive, suscitent un intérêt particulier. Des photographies prises lors d'expéditions montrent des roches gravées de motifs inhabituels. Officiellement, il s'agit d'effets naturels, fractures, altérations dues au gel, jeux d'ombre. Mais pour certains observateurs, ces formes rappellent des symboles, comme si une intelligence avait voulu inscrire quelque chose dans la pierre. Les fossiles, qu'ils soient végétaux, animaux ou minéraux, sont des témoins neutres. Ils n'ont pas d'intention, pas de message au sens humain du terme. Et pourtant, en les observant, on a souvent l'impression qu'ils nous parlent. Leurs formes, figées dans la pierre ou la glace, tracent une ligne directe entre « il était possible que, sous les calottes polaires, reposent encore des restes intacts de créatures entières, préservées dans la glace comme dans un écrin. La température, la pression et l'absence de lumière pourraient en avoir empêché leur décomposition, offrant ainsi aux scientifiques de demain la possibilité d'étudier non seulement leurs os ou leurs coquilles, mais aussi leurs tissus, voire leur ADN. Ces messages fossiles sont précieux, car ils ne peuvent pas être remplacés. Une fois détruits ou altérés, ils disparaissent pour toujours. C'est pourquoi l'exploration de l'Antarctique demande une prudence extrême. Chaque intervention humaine risque de perturber un équilibre vieux de millions d'années. Mais tant que la glace tiendra, tant que le froid continuera à protéger ces archives naturelles, les messages resteront là, silencieux, attendant que nous soyons capables de les lire sans les effacer. Et peut-être que lorsque nous le pourrons, ces fossiles nous raconteront non seulement l'histoire naturelle du continent, mais aussi celle de passage, d'occupation ou de présence que nous n'avons encore jamais envisagée. Sous l'étendue blanche et immobile de l'Antarctique orientale, il existe une anomalie qui défie la géologie ordinaire. Invisible à l'œil nu, elle n'apparaît qu'aux instruments capables de sonder la croûte terrestre. C'est une cicatrice immense, enfouie sous plusieurs kilomètres de glace et de roches, connue sous le nom de fracture de Wilkes.
Cette anomalie fut identifiée grâce à des relevés gravimétriques réalisés par des satellites. Ces mesures, qui détectent les variations infimes du champ de gravité terrestre, ont révélé un signal inhabituel. Une zone circulaire de près de 500 km de diamètre où la gravité est légèrement plus forte que dans les régions environnantes. Ce type de signature est typique des grands cratères d'impact, formés lorsque d'énormes astéroïdes frappent la planète. Si l'hypothèse est correcte, la fracture de Wilkes serait le vestige d'un choc cataclysmique, probablement survenu il y a plus de 250 millions d'années. L'astéroïde supposé aurait mesuré plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, libérant une énergie inimaginable à l'impact. Les conséquences d'un tel événement auraient été globales. Tremblements de terre, tsunamis, incendies planétaires, éjection massive de poussière utilisée d'aérosols dans l'atmosphère, provoquant un refroidissement brutal du climat. Certains chercheurs ont même avancé que cet impact pourrait être lié à l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire, celle de la fin du Permien, qui a vu disparaître environ 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. L'idée reste débattue, car la datation précise de l'anomalie est complexe, mais la concordance possible entre les deux événements intrigue. Ce qui rend la fracture de Wilkes particulièrement mystérieuse, c'est qu'elle est enfouie sous un continent entièrement recouvert de glace. Nous ne pouvons pas la voir directement, ni prélever des échantillons facilement. Les données dont nous disposons proviennent d'instruments à distance. Radar, gravimétrie, magnétométrie. Ces techniques permettent de deviner sa forme et sa taille, mais pas de confirmer à coup sûr sa nature. Certains géologues proposent des explications alternatives. La fracture pourrait être le résultat d'un soulèvement ou d'un effondrement tectonique, ou encore d'une concentration inhabituelle de roches denses dans la croûte terrestre. Mais ces hypothèses peinent à expliquer la symétrie presque parfaite du signal circulaire, ainsi que certaines anomalies magnétiques associées. Si la fracture de Wilkes est bien un cratère, alors son cœur pourrait abriter des structures géologiques uniques, roches fondues par la chaleur de l'impact, minéraux exotiques formés sous des pressions extrêmes, voire des traces de matière extraterrestre. Dans d'autres cratères géants connus, comme celui de Chicxulub au Mexique, responsable de l'extinction des dinosaures, on a trouvé de telles preuves. Mais ici, elles dorment, inaccessibles, sous des kilomètres de glace et de roches. L'isolement géographique de la région complique toute investigation. Même en été austral, les conditions de déplacement sont difficiles et les zones centrales sont interdites à la plupart des missions. L'étude de la fracture repose donc sur des campagnes limitées, menées par avion ou par satellite qui accumulent patiemment des données. Le plus fascinant est peut-être de penser à ce que ce site représente dans la mémoire géologique de la Terre. Les grands impacts sont des événements rares mais décisifs. Ils réécrivent les paysages, modifient les climats, redessinent les trajectoires de l'évolution. Si la fracture de Wilkes est bien la cicatrice d'un tel choc, alors elle est un chapitre crucial de l'histoire planétaire, un chapitre que nous ne pouvons lire qu'à travers les lignes indirectes que la science sait capter. Les plus audacieux voient dans ce lieu plus qu'un simple souvenir d'un désastre. Ils imaginent que, dans les profondeurs creusées par l'impact, des cavités ont pu se former, emprisonnant des échantillons intacts de l'atmosphère ou de la biosphère de l'époque, des bulles d'air vieilles de centaines de millions d'années, des microfossiles d'espèces disparues, peut-être même des traces de chimie prébiotique différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Si nous pouvions forer jusqu'au cœur de cette anomalie, nous aurions peut-être entre les mains une archive inégalée du passé profond de la Terre. Mais cette idée se heurte à la réalité. La glace, la distance, le coût et le risque de perturber un environnement unique. Le mystère reste donc entier. La fracture de Wilkes demeure un fantôme géologique, une ombre circulaire dans les cartes gravimétriques, un soupçon de catastrophe figée sous le plus grand désert de glace de la planète. Chaque nouvelle mesure affine notre image, mais aucune ne parvient à dissiper complètement le voile. Peut-être qu'un jour, les progrès technologiques permettront de percer cette glace et cette roche, de descendre jusqu'aux strates altérées, de toucher du doigt ce qui fut, il y a des millions d'années, un enfer incandescent. En attendant, la fracture de Wilkes reste l'un de ces lieux où la Terre cache ses cicatrices les plus profondes, là où personne ne peut les voir. Et dans ce silence, on pourrait presque croire que le continent lui-même se souvient encore du choc et qu'il préfère garder pour lui ce souvenir brûlant. Antolsan. L'Antarctique vue depuis l'espace semble figé dans un hiver éternel. Un manteau blanc sans fin,
une immobilité qui laisse croire à une absence totale de chaleur. Mais sous cette image glacée, la Terre continue de respirer, et sa chaleur, bien que discrète, façonne encore le continent. Sous plusieurs kilomètres de glace, il existe des zones où la température est étonnamment élevée. Ce ne sont pas des poches de chaleur isolées, mais les signes d'un réseau géologique actif. Volcans enfouis, sources hydrothermales, flux géothermiques qui s'élèvent lentement à travers la croûte terrestre. Cette énergie invisible n'a pas la force d'effacer la glace en surface, mais elle en modifie la structure, creuse des cavités et maintient des poches d'eau liquide là où tout devrait être gelé. L'un des symboles les plus connus de cette activité est le mont Erebus, un volcan actif situé sur l'île de Ross. C'est l'un des rares volcans au monde à posséder un lac de lave permanent, incandescent même au cœur de l'hiver polaire. Autour de lui, le sol est parsemé de structures étranges, des tours de glace formées par la vapeur qui s'échappe des fissures et gèle en colonnes cristallines. L'Erebus rappelle que le feu et la glace peuvent coexister, et que l'Antarctique n'est pas aussi inerte qu'il le paraît. Mais l'Erebus n'est pas seul. Les relevés sismiques et gravimétriques ont révélé l'existence de dizaines de volcans, dont beaucoup sont enfouis sous la calotte glaciaire. Certains sont éteints depuis des millions d'années, d'autres montrent encore des signes d'activité. Les flux de chaleur qu'ils produisent font fondre la glace à leur contact, créant des rivières invisibles qui circulent sous la surface et alimentent des lacs sous-glaciaires. Ces zones de chaleur influencent la dynamique des glaciers. Là où le flux géothermique est élevé, la glace glisse plus rapidement vers la mer, augmentant la formation d'icebergs. Dans certaines régions, comme sous la glace de l'Antarctique occidental, cette chaleur pourrait expliquer pourquoi certaines calottes sont plus instables que d'autres. Les scientifiques surveillent ces zones de près, car elles pourraient jouer un rôle clé dans l'évolution future du continent. Au-delà des volcans, il existe aussi des sources hydrothermales, comparables à celles que l'on trouve au fond des océans. Elles se situent souvent dans des zones où la glace est plus mince ou absente, comme le long des dorsales volcaniques sous-marines qui bordent le continent. Ces sources rejettent de l'eau chauffée par le magma, riche en minéraux, créant des oasis pour la vie marine dans des environnements autrement hostiles. Des communautés entières de bactéries, de crustacés et d'anémones prospèrent autour de ces points chauds, indépendantes de la lumière du soleil. L'existence de chaleur sous la glace soulève des questions sur le passé du continent. Si certaines régions sont restées relativement chaudes pendant les périodes glaciaires, elles pourraient avoir servi de refuges à la vie, préservant des écosystèmes alors que le reste du continent se figeait. Ces poches thermiques pourraient aussi avoir conservé des traces intactes de la flore et de la faune d'époques plus tempérées. Dans certains récits, ces zones chaudes prennent une dimension presque mythique. Elles deviennent des abris secrets, des vallées cachées où la glace recule et où la vie prospère à l'insu du monde extérieur. Bien que ces images relèvent souvent de la fiction, elles trouvent un écho dans certaines découvertes réelles. En 2019, une équipe de chercheurs a identifié, grâce à des relevés radars, une vaste zone sous-glaciaire où la température est suffisamment élevée pour maintenir un réseau de lacs et de rivières liquides. L'origine exacte de cette chaleur reste incertaine, mais le flux géothermique y est anormalement fort. Ces anomalies rappellent que l'Antarctique n'est pas seulement façonné par le froid, mais aussi par les forces profondes qui viennent d'un des entrailles sein de la Terre. Les montagnes, les vallées et même les failles enfouies sous la glace sont le résultat de millions d'années de tensions, d'éruptions et de mouvements tectoniques. Les volcans enfouis posent aussi une question pour l'avenir. Que se passerait-il si l'un d'eux entrait en éruption sous plusieurs kilomètres de glace ? L'explosion contenue par la calotte ferait fondre d'énormes volumes d'eau, provoquant un soulèvement brutal de la glace et potentiellement des tsunamis géants. Bien que ce scénario soit rare, il n'est pas impossible. Pour les scientifiques, la chaleur sous la glace est à la fois une énigme et une ressource. Elle pourrait expliquer certains phénomènes encore mal compris, comme la formation rapide de certaines crevasses ou l'existence de réseaux d'eau sous-glaciaires complexes. Elle pourrait aussi à long terme jouer un rôle dans la fonte globale du continent et dans la montée du niveau des mers. Mais pour l'observateur poétique, cette chaleur invisible est surtout un rappel. Même dans les lieux les plus froids et les plus immobiles, la Terre reste vivante. Sous le silence blanc, il y a un cœur qui bat, une énergie qui circule, un feu ancien qui ne s'est jamais éteint. En Antarctique, le vent n'est pas un simple déplacement d'air. Il est une présence,
Il descend des hauteurs glacées avec une vitesse implacable, serpentant dans les vallées, fouettant la glace et la neige, soulevant des nuages blancs qui effacent l'horizon. Parfois il siffle, parfois il hurle, parfois il semble murmurer. Dans cet espace désert et dépouillé, ces sons prennent une dimension étrange, presque humaine. Les navigateurs qui longent les côtes australiennes, depuis des siècles, rapportent avoir entendu, par certains jours, des bruits qui semblaient venir du continent invisible derrière les brumes, des gémissements, des plaintes, des cris étouffés par la distance. On les attribuait aux glaces qui se brisent, aux vagues qui s'écrasent sur les falaises ou aux rafales qui traversent les grottes. Mais ces sons, pour qui les entend dans l'isolement, prennent une tonalité inquiétante. Les vents catabatiques, typiques de l'Antarctique, naissent dans les plateaux intérieurs où l'air se refroidit au contact de la glace. Plus dense, il dévale les pentes avec une force qui dépasse parfois 300 km/h. Sur son chemin, il se heurte au relief, tourbillonne autour des rochers, s'engouffre dans des fissures, produisant des résonances qui varient avec la température et l'humidité. C'est une symphonie involontaire, composée par la géographie et le climat. Dans certaines régions, ces sons se répètent de façon si régulière que les explorateurs leur ont donné des noms: l'orgue de glace, la flûte des vallées, le cœur blanc. Ce ne sont pas des inventions poétiques, mais des descriptions précises d'un phénomène réel. Le vent, en frappant la glace sculptée par les saisons, produit des notes qui semblent organisées, comme si elles suivèrent un motif. Les légendes maritimes ont transformé ces sons en voix. Pour les premiers baleiniers, le vent de l'Antarctique était celui des âmes perdues en mer, venues hanter les côtes du Sud. Pour certains peuples de navigateurs polynésiens, ces bruits étaient les chants des ancêtres gardiens, avertissant les voyageurs de ne pas s'approcher. Même les explorateurs modernes, équipés de technologies et de cartes, reconnaissent qu'il y a dans ces sons quelque chose de profondément troublant. À l'intérieur du continent, loin des côtes, le vent joue un autre rôle. Dans les vallées sèches, il souffle parfois pendant des jours sans interruption, sculptant les roches et polissant les surfaces. Les stations de recherche isolées rapportent que ce bruit constant peut devenir une présence obsédante, presque vivante. Certains membres d'expéditions disent avoir cru entendre leur nom prononcé par le vent, ou des phrases indistinctes, comme si quelqu'un chuchotait à proximité. Les scientifiques expliquent cela par un phénomène connu. Notre cerveau, confronté à des sons complexes et répétitifs, cherche instinctivement des motifs et peut y percevoir des voix ou des mots. Mais cette explication n'enlève rien à l'impression de malaise que ces expériences laissent. Le vent transporte aussi des odeurs, rares dans cet environnement pur. Parfois, il amène des senteurs marines, parfois une odeur métallique venue des glaces plus anciennes, parfois un parfum presque végétal lorsqu'il passe au-dessus de zones rocheuses libérées par la fonte saisonnière. Ces effluves, imperceptibles ailleurs, deviennent ici des messages subtils, comme si le continent communiquait avec ceux qui l'écoutent attentivement. Dans les grottes de glace, le vent devient une voix véritable. Les tunnels creusés par la fonte ou par les volcans forment des résonateurs naturels. Lorsqu'une rafale y pénètre, elle se transforme en une note longue, grave ou aiguë selon la forme de la cavité. Les chercheurs qui les explorent racontent que certains de ces sons ressemblent à des chants lointains, amplifiés et distordus par les parois translucides. La nuit polaire où la lumière disparaît pendant des mois accentue encore cette impression. Privé de repères visuels, l'esprit se concentre sur les sons. Le vent alors devient omniprésent, comme un interlocuteur invisible qui ne se tait jamais. Il raconte l'histoire des glaciers qui se déplacent, des tempêtes qui se forment au large, des crevasses qui s'ouvrent et se referment. Pour certains, ces voix dans le vent sont de simples phénomènes physiques parfaitement explicables. Pour d'autres, elles sont la manifestation d'une mémoire ancienne, d'une conscience diffuse inscrite dans le paysage. L'Antarctique, après tout, est l'un des derniers endroits sur Terre où l'humain n'a pas totalement imposé son silence artificiel. Ici, la nature parle encore dans sa langue propre et nous ne faisons que l'écouter. Il est tentant d'imaginer que, dans un passé lointain, ces vents ont porté d'autres sons, le bruissement des forêts, les cris des animaux, peut-être même les voix d'êtres qui vivaient ici avant la glace. Aujourd'hui, il ne reste que l'écho, un murmure qui traverse les siècles et se mêle aux tempêtes. Et quand on se tient seul sur la glace, face à cet horizon vide, il arrive que l'on sente, au milieu du vacarme, une brève accalmie. Un instant suspendu où le vent semble retenir son souffle, avant de reprendre son chant éternel.
Sous le voile blanc de l'Antarctique, là où la glace atteint des épaisseurs qui dépassent parfois 4 km, certaines anomalies intriguent depuis des années les chercheurs, les cartographes et les curieux. Ce sont des formes massives, régulières, dont les proportions défient ce que l'on attend de la nature seule. Elles apparaissent furtivement sur les relevés radars, dans les données sismiques ou sur certaines images satellites, comme des ombres géométriques enfouies dans la profondeur. Ces mégastructures, si elles sont réelles, pourraient avoir des origines multiples. Officiellement, elles sont souvent décrites comme des formations rocheuses naturelles, façonnées par les mouvements tectoniques et l'érosion glaciaire. Pourtant, leur symétrie et leur alignement évoquent parfois un travail intentionnel. Des angles droits, des surfaces planes, des dispositions qui rappellent des alignements architecturaux connus ailleurs sur Terre, autant de détails qui alimentent la spéculation. L'un des exemples les plus souvent cités provient de relevés géophysiques menés dans l'Antarctique oriental. Les données ont révélé, à plus d'1 kilomètre sous la glace, une structure allongée mesurant plusieurs centaines de mètres de long, aux arêtes étonnamment nettes. Les géologues évoquent la possibilité d'un dike volcanique, une intrusion de magma solidifié dans une faille. Mais la régularité de certaines lignes internes reste difficile à expliquer par des processus naturels seuls. Ailleurs, dans la partie occidentale du continent, des images radars à pénétration profonde ont mis en évidence ce qui ressemble à un vaste dôme, entouré d'une série de formations rectilignes. Les interprétations officielles parlent d'un relief glaciaire particulier, résultat de la compression de la glace autour d'une colline rocheuse. Mais pour d'autres, la disposition suggère une structure artificielle, peut-être même une enceinte monumentale. Les partisans de cette dernière hypothèse imaginent des scénarios où l'Antarctique aurait abrité, dans un passé lointain, une civilisation capable de bâtir à grande échelle. Une telle culture, installée à une époque où le climat était plus clément, aurait pu ériger des complexes, des centres cérémoniels, voire des cités entières, aujourd'hui englouties sous la glace par les changements climatiques. Si ces constructions existent encore, elles auraient été remarquablement préservées par le froid et l'isolement. Les archives mythologiques des peuples du monde ne parlent pas directement d'un continent austral bâti, mais elles évoquent parfois des terres disparues, des villes englouties ou figées dans le gel. Ces récits, transmis oralement pendant des millénaires, pourraient être les échos lointains d'événements réels, transformés par le temps et la mémoire collective. Il faut aussi rappeler que la glace peut jouer des tours à nos instruments. Les radars et les relevés sismiques interprètent des signaux qui peuvent se déformer en fonction de la densité, de la température et de la structure interne de la glace. Une formation naturelle peut ainsi paraître artificielle, et inversement, une structure artificielle peut se fondre parfaitement dans son environnement glaciaire, rendant son identification presque impossible. Pourtant, certaines coïncidences le troublent. Des anomalies détectées à plusieurs centaines de kilomètres de distance semblent partager des proportions similaires, comme si elles avaient été construites selon les mêmes mesures. Des alignements approximatifs apparaissent lorsqu'on trace des lignes entre elles, rappelant les réseaux géométriques que l'on trouve dans les complexes archéologiques anciens. Les scientifiques prudents rappellent que ce genre de correspondance peut aussi résulter du hasard, surtout lorsque l'on cherche activement des motifs. Mais pour les passionnés de l'hypothèse d'anciennes mégastructures, ces répétitions ne sont pas fortuites. Elles seraient la preuve d'un savoir-faire ancien, peut-être antérieur à toutes les civilisations connues, conservées dans la pierre et oubliées sous la glace. Ce qui alimente encore ce mystère, c'est la rareté des images publiques. Les zones où ces anomalies sont détectées sont souvent éloignées des routes d'expédition, ou soumises à des restrictions d'accès en vertu du traité sur l'Antarctique. Les données radars de haute résolution existent, mais elles sont la propriété d'agences et d'instituts qui ne les diffusent pas librement. Cette opacité nourrit l'idée que certaines découvertes ne sont pas portées à la connaissance du public. Dans les rares cas où des fragments de structures émergent à la surface, par exemple lorsque la glace recule temporairement en été, les observations sont souvent fugaces. Le vent et la neige recouvrent rapidement toute trace. Ainsi, ce qui pourrait être un mur, une dalle ou une arche ne reste visible que quelques jours ou semaines avant de disparaître à nouveau dans l'uniformité blanche. Si de telles mégastructures existent même réellement, elles représenteraient un patrimoine inestimable, capable de bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine et de là à la lumière, et donc de rompre l'équilibre qui les a préservés pendant des millénaires. C'est peut-être cette conscience qui retient les mains, plus encore que les obstacles techniques.
Et puis, il y a la dimension presque philosophique, l'idée qu'un continent puisse cacher, intact, les traces d'un monde disparu. Cette possibilité nous confronte à l'immensité du temps, à la fragilité de nos propres civilisations et à l'humilité face à ce que nous ignorons encore de notre planète. Dans le silence glacé de l'Antarctique, ces ombres géométriques restent là, prisonnières, comme figées dans un sommeil profond. Peut-être ne sont-elles que des illusions géologiques, peut-être sont-elles les vestiges d'un âge oublié. Dans les deux cas, elles rappellent que sous le manteau immobile du continent, il existe encore des formes qui attendent d'être vues et des histoires qui attendent d'être racontées.